Vous êtes dans le QG News, bienvenue, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres avec l'inquiétude et la course contre la montre au Burkina Faso pour tenter de sauver les mineurs bloqués dans une galerie souterraine. Depuis le 16 avril, 8 mineurs sont coincés dans la mine de zinc de Percoa exploitée par la compagnie canadienne Trevali Mining à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. L'agriculture, avenir de l'Afrique, un secteur qui pèse aujourd'hui 23% du PIB et qui constitue un réel réservoir d'emplois, un secteur donc très stratégique et c'est précisément le cas au Cameroun. Reportage à suivre dans ce journal. Les mangroves fragiles, écosystèmes parmi les plus productifs en biomasse de la Terre. Face à la destruction de ces marais maritimes, la question de leur préservation se pose plus que jamais en Afrique, vous le verrez. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque perpétrée dimanche au nord-est de la République démocratique du Congo par des rebelles du groupe armé de la coopérative pour le développement du Congo. Les rebelles visaient le carré minier de Blanqueté en Ituri. 36 personnes ont été tuées dans l'attaque, dont un nourrisson de 4 mois. Les autorités font également état d'une dizaine de blessés. 13 ans après le crash du vol Yéménia 626, le procès de la compagnie s'ouvre ce lundi 9 mai à Paris. La justice française va examiner des soupçons de manquement et de négligence. Il s'agit d'un procès pour homicide et blessures involontaires de la part de la Yemenia Airways qui opérait le vol qui s'est crashé le 30 juin 2009 au large des Comores, tuant 152 personnes dont 66 Français. Le drame est survenu juste avant l'atterrissage de l'avion à Moroni. Seule une adolescente de 12 ans a survécu. Et dans le cadre du procès, ce sont des dizaines de proches des victimes qui sont attendus devant le tribunal correctionnel de la capitale, Paris, et aussi à Marseille, où une partie du procès est retransmise. Mais dans ce procès très attendu, les parties civiles font face à l'absence des prévenus. Aucun représentant de la Compagnie nationale du Yémen n'est présent. Le gouvernement burkinabé annonce qu'il n'existe aucune garantie de pouvoir retrouver vivants les 8 mineurs coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre depuis 20 jours. Portés disparus à la suite d'une inondation provoquée par des pluies diluviennes, ils sont bloqués dans la mine de zinc de Percoa, une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, Ouagadougou. Sur place, des techniciens procèdent à un pompage des eaux, mais leur travail est constamment rendu difficile par les pannes régulières des équipements. Philomentine. Au Burkina Faso, les espoirs s'amenuisent alors que les mineurs sont toujours pris au piège dans les sites de fouilles de Percoa. En attendant l'aboutissement des efforts de sauvetage engagés par le gouvernement, un comité de crise a été installé ce 5 mai et une enquête ouverte pour déterminer les causes de l'incident. Rappelons qu'en date du 16 avril, des eaux d'inondation ont englouti 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien dans une mine de zinc. Nous ne sommes pas notre premier incident dans le cadre des opérations d'extraction minière au Burkina Faso. Et bien souvent, ces incidents apparaissent dans des mines illégales. Donc cela pose la problématique de l'application des tests, notamment les conditions liées à l'autorisation d'obtention des permis d'exploitation minière et des problématiques liées à la sécurité, à l'hygiène, à la qualité de l'environnement sur les sites miniers. Dans certains pays africains, les mineurs travaillent dans des conditions dangereuses, loin des normes de santé et de sécurité qu'on attend dans l'exploitation minière. Ainsi, la responsabilité des compagnies minières est engagée. Celles-ci doivent de plus en plus œuvrer à assurer la sécurité des travailleurs selon l'avis des spécialistes. Tant que nous ne ferons pas ces grands pas avec des réformes réglementaires institutionnelles, nous aurons toujours assisté à ce type d'incident. Nous y voyons malheureusement une négligence de la part aussi bien de l'État et certaines compagnies minières qui refusent de déclarer certains sites miniers qui sont en cours d'exploitation. Donc c'est une problématique d'ordre majeur qu'il va falloir urgemment prendre en compte en organisant une table ronde qui va impliquer tous les acteurs du secteur minier, aussi bien le secteur artisanal comme le secteur industriel, pour que nous puissions effectivement avoir une approche consensuelle dans la gestion de ce type d'incidents. Mais il faut aller plus loin, en exigeant également que le personnel qui intervient dans les mines soit assuré. À noter que les accidents dans les mines sont fréquents au Burkina Faso. Au moins 59 personnes ont été tuées, des femmes et des enfants blessés dans une explosion sur une mine artisanale dans le sud-ouest du pays en février 2022. On en vient à présent à la problématique de l'accès aux soins au Cameroun.
Leur prise en charge est supportée par les ménages eux-mêmes à hauteur de 75% en raison de l'absence de couverture de santé universelle. Cette couverture de santé, eh bien, c'est justement ce à quoi travaillerait le gouvernement. Roberto Bogbe. Parmi les défis du système sanitaire camerounais, la couverture santé universelle occupe les premières lignes. Le 31 décembre 2017, le président de la République, Paul Biya, a déclaré que le Cameroun allait poursuivre ses efforts afin de faire bénéficier aux populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. C'est dans cette optique qu'il a donné au gouvernement l'instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la couverture santé universelle. Jusqu'ici, l'implémentation n'est pas encore effective, les actions sont en cours. La carte sanitaire de notre pays se densifie chaque année, avec la construction d'une centaine de centres de santé, de centres médicaux, d'arrondissement et d'hôpitaux de district. Nous allons poursuivre nos efforts afin de faire bénéficier à nos populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. Le Cameroun est à l'épreuve des disparités entre les structures sanitaires des zones rurales et celles des zones urbaines en termes de plateaux techniques et ressources humaines qualifiées. Les structures sanitaires des zones rurales ne disposent pas d'un plateau technique suffisant et un personnel qualifié pouvant répondre aux besoins des populations. Les pouvoirs publics s'attellent à y apporter des solutions. Le savoir-faire local peut y parvenir. Il faut savoir que la riposte anti-Covid a drainé beaucoup de fonds et il est aberrant pour des États de consacrer tous ces fonds exclusivement à des dépenses frénétiques vers l'étranger. Une pandémie comme le Covid doit être l'opportunité de faire émerger le génie local, de structurer positivement le secteur de la santé en faisant de plus en plus confiance à des intrants de santé locaux. Les défis du système de santé camerounais se sont plus que jamais étalés du fait de la pandémie du coronavirus. Sur toute l'étendue du territoire, des initiatives sur le domaine médical ont germé, avec pour objectif de proposer des solutions localement. Des masques de protection au gel désinfectant en passant par des respirateurs, le génie créateur des Camerounais s'est révélé. Parmi ces initiatives, la plus aboutie est l'œuvre de Serge Armendidjou, un ingénieur à l'origine du tout premier respirateur Made in Cameroun. L'agriculture demeure un secteur clé de l'économie camerounaise, un secteur vital qui représente près de 23% du PIB et qui emploie plus de la moitié de la population active. Les différentes filières représentent la principale source de croissance économique et de devises du pays. Corinne Kamse-Eoni. Au Cameroun, l'agriculture est un segment clé de l'économie du pays. Elle contribue pour 22,9% au produit intérieur brut et engage plus de 62% de la population active. La gamme des produits cultivés s'étend des cultures vivrières telles que le mil, le sorgho ou encore le manioc aux cultures d'exportation, bananes, cacao, ananas, coton. En mars 2022, le poivre de Penja a vu sa cote grimper sur le marché mondial grâce au label Indication géographique protégée que lui a conféré l'Union européenne. Malgré tout, des défis demeurent. Il faudrait qu'on passe à une agriculture industrielle et qui est bien intégrée avec l'industrie agroalimentaire pour servir de matière première. Ensuite, on a la modernisation de notre agriculture à travers la mécanisation, la digitalisation et l'utilisation d'itinéraires techniques innovants. L'activité agricole au Cameroun se heurte perpétuellement à certaines limites. Celles-ci ont été accentuées à l'occasion de la crise du Covid-19. Les alternatives trouvées pour contourner la rareté des intrants agricoles se sont révélées insuffisantes. La pandémie a surtout perturbé la chaîne d'approvisionnement, causant une inflation des prix des aliments. Aujourd'hui encore, la crise ukrainienne continue d'entretenir cette inflation sur des produits phares tels que le blé. Nous devons, dans l'urgence, légiférer sur l'incorporation des farines issues de nos tubercules, telles que la banane plantain, la patate, le manioc, et nos céréales dans la boulangerie, dans la biscuiterie, la fabrication d'aliments pour bébés. Et ceci à travers la création de parcs industriels et de technopoles dans les zones agroécologiques qui correspondent à ces cultures-là, et surtout en faisant en sorte qu'on puisse développer les chaînes de valeur de ces différentes cultures.
À l'instar de nombreux pays africains qui affichent toujours une balance commerciale déficitaire du fait de l'importation excessive de certains produits de consommation, le Cameroun a à cœur de développer des chaînes de valeur agricoles. Un projet y relatif est inscrit dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 et a mis le cap sur certains produits, parmi lesquels le palmier à huile, la banane plantain et l'ananas. Au Nigeria, face à l'envolée des prix du kérosène, les compagnies aériennes suspendent les vols. La mesure entre en vigueur ce lundi, mesure consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions imposées dans la foulée au Kremlin. Alors face à cette situation, la Commission de protection des consommateurs du Nigeria dit mener des négociations avec les principaux négociants en carburant. Ange Le Meignou. À compter du lundi 9 mai 2022, les compagnies aériennes nigérianes cesseront de fonctionner jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par l'Association des opérateurs aériens du Nigeria. Selon les explications données par cet organisme, la hausse des prix du kérosène a fortement impacté l'activité aéroportuaire. Les vols intérieurs ont même été interrompus depuis mars 2022, certains ayant commencé à annuler les horaires internes, tandis que d'autres ont retardé les opérations, invoquant la pénurie de carburant. Si cette annonce signée des 8 principales compagnies nigérianes qui représentent plus de 95% du trafic national entre en vigueur, il est clair que l'impact pour l'économie nigériane sera immédiat, sévère et durable. Parce que l'avion reste au Nigeria le moyen de transport privilégié quand on sait que les moyens de substitution ne sont pas à la hauteur. Les prix mondiaux du carburant ont grimpé en flèche en raison de la crise ukrainienne. Ce conflit a déclenché une flambée du marché du pétrole brut, frappant les compagnies aériennes et les passagers avec une forte augmentation des coûts. Le gouvernement nigérien est très bien conscient de cet environnement difficile, asphyxiant dans lequel évoluent les compagnies nigériennes actuellement. Mais j'ose croire, et d'après les informations recoupées à bonne source, des tractations ont déjà commencé tout ce week-end entre la partie gouvernementale, le ministère de l'Aviation civile et les compagnies aériennes pour que la mesure n'entre pas en vigueur lundi, sinon ça sera catastrophique pour l'économie. Bien qu'il soit le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria importe la quasi-totalité de son carburéacteur. Le pays compte environ 1600 vols hebdomadaires opérés par des transporteurs locaux. La mangrove, une forêt en danger. Les forêts de mangrove sont menacées en Afrique. Il s'agit d'une zone pourtant essentielle à la reproduction d'au moins 80% des espèces de poissons. Mais sur le continent, la coupe anarchique est non réglementée, mais aussi les bouleversements climatiques ont réduit la plupart des forêts. Alors, où en est précisément le phénomène et quelle réponse de la part des autorités? On fait le point dans ce sujet de Philomène Tine. Le changement climatique exerce des dégâts considérables sur le climat, entraîne la désertification, la dégradation des terres et des écosystèmes et la perte de la biodiversité. Dans le but de juguler le phénomène, les pays africains multiplient les initiatives. Certains pays ont ainsi déployé des efforts notables dans le cadre de la conservation des écosystèmes de mangroves à grande échelle afin de protéger les communautés côtières et d'encourager les investissements. La lutte contre la destruction des mangroves est une préoccupation majeure pour les États, mais pour être efficace et pertinente, la lutte contre la destruction des mangroves nécessite de mettre en place un comité interministériel au sein des gouvernements, car outre le ministère de l'Environnement, voire des Finances, la contribution du ministère de la Justice est hautement nécessaire, car il a un rôle à jouer dans l'application des lois concernant les pratiques de pêche illégale. Le plus grand projet a été repéré au Mozambique et consiste à planter 100 millions d'arbres pour compenser 200 tonnes de CO2 chaque année. Cela sur une superficie de 185 000 hectares de forêt de mangroves. À noter que le Mozambique possède plus de 300 000 hectares de mangroves le long de sa côte. L'initiative du Mozambique est hautement salutaire car il s'agit de planter les arbres sur des grandes étendues dans l'optique de compenser le manque ou l'absence de mangroves, ce qui a pour intérêt de contribuer hautement à la lutte contre le changement climatique.
Les surfaces des mangroves sont notamment menacées par la croissance démographique et la spéculation foncière dans les villes africaines. Selon les environnementalistes, si rien n'est fait pour freiner le rythme de destruction des mangroves, elles pourraient disparaître d'ici à 2040. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur Africa 24.